Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal Asie à la une. Je suis Christine, très heureuse de vous retrouver. Voyons tout de suite les grands titres de l'actualité de cette semaine. Obama parle commerce et défense avec des responsables indiens. Les Birmans fuient les violences ethniques. Et dans la deuxième partie de notre journal, vous trouverez les sélections internationales de NTD. Retour sur le voyage du président américain Barack Obama en Inde qui a donné lieu au renforcement des affaires commerciales et des accords de défense. L'Inde est le pays avec lequel les États-Unis ont mené le plus d'exercices militaires dans le monde. L'Inde est la plus grande démocratie du monde. Alors que le président américain Barack Obama entame son premier voyage vers le géant d'Asie du Sud, l'Inde semble apparaître davantage comme une terre d'opportunités, en particulier pour les entreprises américaines. L'économie indienne, en plein essor de billions de dollars, est l'une des rares places brillantes dans une économie mondiale morose. Obama a parlé des entrepreneurs à Mumbai. Aucun pays ne présente avec autant d'acuité une promesse de relations commerciales fortes et dynamiques que l'Inde. Évidemment, les gens qui viennent à Mumbai sont frappés par l'incroyable énergie et l'esprit d'entreprise. C'est une ville commerciale et c'est une nation de plus en plus commerciale. À l'ordre du jour, des liens lucratifs liés à la défense. Cette dernière année, les États-Unis ont tenu plus d'exercices militaires avec l'Inde qu'avec tout autre pays. Et les entreprises américaines Boeing et Lockheed Martin Corp ont eu une offre d'11 millions de dollars pour 126 avions de combat. Et ce n'est pas seulement bon pour les affaires. Obama a dit que plus d'offres d'outre-mer peuvent signifier plus d'emplois pour les Américains, en particulier après que son parti ait perdu le contrôle démocratique au Congrès cette semaine, en partie à cause de la persistance du chômage aux États-Unis. Il est très important, non seulement pour les entreprises américaines, mais aussi pour les travailleurs, de reconnaître les possibilités incroyables. Et je l'espère également pour les ouvriers indiens et les entreprises indiennes, de reconnaître les possibilités pour eux aussi. Très souvent, lorsque nous parlons de commerce et de relations bilatérales, la question est de savoir qui gagne et qui perd. C'est une situation classique dans laquelle nous pouvons tous gagner. Obama a également annoncé l'assouplissement des contrôles aux États-Unis sur les exportations vers l'Inde dans le but de stimuler les échanges entre les deux pays. Il y aurait eu plus de 200 cadres qui ont accompagné Obama lors de sa visite en Inde. Des milliers de Birmans ont fui vers la Thaïlande pour échapper aux violences ethniques qui ont éclaté à la frontière entre les deux pays. Le gouvernement thaïlandais aide à loger les réfugiés tout en déclarant qu'ils seront renvoyés chez eux dès que les violences se calmeront. Des villageois birmans venus de Myawaddy continuent de franchir la frontière en direction de la ville thaïlandaise de Mae So, après que les violences aient soudainement éclaté. Ce lundi matin, des rebelles ethniques de l'armée bouddhiste démocratique Karen ont attaqué Myawaddy. Je peux encore entendre les coups de feu de ce matin à Myawaddy. Ils provenaient de tout près de ma maison. Des abris temporaires ont été dressés le long de la frontière pour les milliers de réfugiés côté thaïlandais, principalement pour les femmes, les enfants et les personnes âgées. Mais les autorités thaï ont déclaré que les réfugiés birmans seraient rapidement renvoyés chez eux. Nous souhaitons renvoyer ces personnes réfugiées dès que possible. Lorsque l'armée birmane décidera que la région est sécurisée, nous les renverrons. Les personnes qui ont fui en Thaïlande ont déclaré que les corps de dizaines de soldats avaient été vus dans les rues de Myawaddy. Des maisons, un hôtel et une station d'essence ont été endommagés au cours de l'attaque. Les autorités birmanes ont affirmé que 10 corps non identifiés avaient été découverts. Selon certaines sources, les combats auraient été déclenchés par les oppositions des groupes ethniques au sujet des élections des 2 dernières semaines. Du reste, ces élections, qui sont les premières dans le pays depuis 20 ans, semblent avoir été qu'un stratagème pour maintenir la junte militaire au pouvoir. Avec le temps, la plupart des groupes rebelles ethniques ont cessé de se battre contre le gouvernement, à la condition de pouvoir garder leurs armes et de diriger leur groupe. En Chine, selon des statistiques officielles publiées la semaine dernière, 80% des prix de biens de première nécessité ont augmenté. Certains experts attribuent cette forte croissance des prix à un excédent de devises en circulation. Mardi dernier, la Commission nationale pour la réforme et le développement, un organisme du régime chinois, a publié une enquête sur les prix de vente dans 36 grandes villes.
Ils ont constaté que 80% sur 31 articles de première nécessité avaient augmenté entre septembre et octobre. Depuis, les prix n'ont fait qu'augmenter. Le Fach Evening, un journal basé à Pékin, a rapporté que le prix d'une plante courante comme la ciboulette avait augmenté de 40% depuis fin octobre. Un cultivateur de pommes a remarqué la généralisation de cette inflation. Dans l'ensemble, tout augmente. Les choux et les carottes coûtent plusieurs yuans la livre. Les pesticides et l'huile de cuisson sont également plus chers. Les prix ont également augmenté pour d'autres aliments de base comme le riz et l'huile de cuisson. Le prix du riz a grimpé de 30% au cours des 2 derniers mois et certaines huiles de marque coûtent 20% plus cher. Le prix de certains produits importants comme le coton et le charbon a aussi augmenté. Les experts remettent en cause le régime chinois qui a mis en circulation un excédent de devises. Au cours des 10 dernières années, la masse monétaire de la Chine est passée de 12 à 70 billions de yuan. Une partie a été absorbée par le développement des infrastructures, la bourse et le boom immobilier. Mais un ralentissement des marchés a provoqué un excédent de devises, causant l'inflation. L'inflation atteint maintenant la base du niveau de vie. Qu'est-ce que le niveau de base? Cela veut dire que l'inflation se reflète désormais dans la vie quotidienne, sur les biens de première nécessité, l'immobilier et les transports. Tout est touché. En septembre, l'index chinois des prix à la consommation était de 3,6%, c'est-à-dire le taux le plus élevé en 2 ans. Et de nombreuses personnes pensent que les chiffres d'octobre auront encore augmenté de 4%. Le recensement chinois semble se heurter à des difficultés. L'enregistrement en Chine de 1,3 milliard de personnes en seulement 10 jours est assez ardu. Et les enquêteurs de recensement sont confrontés maintenant à plus de défis. D'ailleurs, certains résidents sont réticents à coopérer car ils craignent un détournement des renseignements confidentiels, tandis que d'autres personnes veulent se soustraire aux questions posées par les autorités. La Chine a commencé lundi le recensement décennal de sa population. 6 millions de fonctionnaires recenseurs ont été chargés d'enquêter auprès des citoyens et doivent recueillir en seulement 10 jours des données sur les 1,3 milliard d'habitants du pays. Ce processus connaît des difficultés car de nombreuses personnes hésitent toujours à communiquer des renseignements personnels. Ils sont inquiets et craignent l'utilisation abusive des données fournies. Selon les médias locaux, les recenseurs se plaignent de l'attitude des résidents qui refusent d'ouvrir leurs portes ou de répondre aux appels téléphoniques. Un journaliste du Fach Evening News, basé à Pékin, a suivi un recenseur pour évaluer le processus. Il a déclaré que seules 3 sur 30 personnes interrogées n'avaient pu être inscrites dans un quartier. Les experts estiment que les gens veulent échapper au contrôle parce qu'ils ne font pas confiance aux autorités. Les gens ne font pas confiance au pouvoir public. Beaucoup d'entre eux ne sont pas à l'aise et craignent ce qu'on pourrait faire avec les données ou leur utilisation contre eux plus tard. C'est un challenge face à l'un des objectifs fixés par le recensement, celui de recueillir des données sur l'importante population chinoise de travailleurs migrants. Sophie Richardson, directrice responsable pour l'Asie de l'organisation Human Rights Watch, a déclaré à La Voix de l'Amérique que de nombreux travailleurs migrants qui vivent de manière illégale en ville veulent éviter la paperasse. En outre, elle rappelle aussi que notre groupe de la population peut aussi vouloir cacher des informations aux autorités et ne pas vouloir se faire recenser. C'est toujours le cas, en particulier dans les zones urbaines où des restrictions de contrôle de la population sont imposées. Si vous n'avez pas respecté la politique de l'enfant unique et avez plus d'un enfant, vous êtes sujet aux représailles et condamné à une amende. Il y a évidemment là une incitation pour certaines personnes à soustraire leurs enfants au contrôle. Ça devient une affaire délicate. L'avocat des droits humains, Chan Jinlin, dénonce le régime chinois qui a utilisé de manière abusive les données individuelles du recensement dans le passé, ce qui alimente davantage le scepticisme du public. Les abus du gouvernement à partir des données de recensement sont très répandus, surtout après l'émission de la carte d'identité de seconde génération. Beaucoup des renseignements ont été utilisés à d'autres fins, par exemple pour surveiller les militants des droits, réprimer les plaignants ou d'autres personnes persécutées. Le régime chinois entreprend un recensement tous les 10 ans et en fait la promotion depuis plusieurs mois. Le recensement s'est terminé le 10 novembre et devrait coûter 700 millions de yuan, soit environ 74,5 millions d'euros. Passons maintenant dans la deuxième partie de notre journal avec les sélections internationales de NTD. À suivre dans un instant. Le Mont Merapi, un temple recouvert de cendres.
Les pies menacent Melbourne. La compétition de motocross en République tchèque. Et en fin de journal, vous allez découvrir un pot inégalable qui ramène la vitalité dans la nourriture coréenne. En Indonésie, l'un des plus grands temples bouddhistes recouvert d'une épaisse couche de cendres volcaniques a été obligé de fermer. Le mont Merapi est en éruption depuis maintenant 2 semaines et a forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer. Le mont Merapi en Indonésie était toujours en éruption mercredi dernier, ce qui a provoqué la fermeture d'un des plus grands temples bouddhistes du pays. Une couche de cendres volcaniques de 2,5 cm a recouvert le temple Borobudur. Ce temple, situé à Magelang, près de 40 km du volcan, a été provisoirement fermé aux touristes depuis vendredi dernier. Nous avons essayé de recouvrir le temple de plastique de façon à ce que, si les cendres continuent de tomber, elles n'abîment pas la surface du temple. Le temple, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, présente plus de 2600 reliefs et 500 statues de Bouddha. Les spécialistes ont déclaré que l'activité volcanique s'était dissipée alors que de lourds tremblements pouvaient encore être détectés. Les autorités ont donc maintenu un niveau d'alerte élevé et une zone de danger dans un rayon de 20 km autour du sommet. Le volcan, qui avait commencé à cracher de la lave, des nuages brûlants et des gaz volcaniques il y a plus de 2 semaines, a fait 151 victimes et forcé 320 000 personnes à fuir leur foyer. Les habitants de Melbourne ont été mis en garde de faire attention aux oiseaux qui planent. En Australie, où c'est actuellement la saison du printemps, la pie protège activement son nid en attaquant tout ce qui s'en approche. Voyons le reportage de nos correspondants sur place. Le printemps est dans l'air, ainsi que l'armée aérienne des forces aviaires. La pie, qui se distingue par un ensemble complexe de vocalisations, est occupée à annoncer l'arrivée du printemps. Elles restent très localisées, juste ici, dans cette petite zone. Elles doivent avoir un nid quelque part, mais je ne l'ai pas encore découvert. Dénommées de façon humoristique « missiles noirs et blancs à plumes », ces pies territoriales n'ont pas peur de fondre d'une hauteur allant jusqu'à 50 mètres dans le but de protéger leurs œufs et leurs petits. Mais leurs ennemis ne sont pas seulement les chats et les koalas, mais également les cyclistes. Afin d'éviter les attaques, ces derniers ont été avertis de s'équiper de bâtons, de parapluies et d'un casque protecteur. Elles n'attendent pas toujours perchées sur l'arbre. Parfois, elles se trouvent au pied de l'arbre. La plupart du temps, les pies piquent simplement par derrière dans un but d'intimidation. Mais dans des cas plus graves, les admissions à l'hôpital sont nécessaires avec des blessures allant de fractures et de coupures à des lésions oculaires. J'ai vu un homme être attaqué par une pie. Il a fait un écart avec son vélo et s'est brisé la mâchoire en tombant. Il a dû être emmené par une ambulance à l'hôpital. Ça peut être aussi grave que ça. Selon l'Australian Geographic, 85% des Australiens font une rencontre impromptue avec ses parents protecteurs. Dans le futur, plus de signaux d'avertissement seront placés dans des zones où les oiseaux sont connus pour piquer et les cyclistes auront pour conseil de marcher à côté de leur vélo. Certains résidents ont suggéré des mesures plus radicales pour gérer le problème, mais les oiseaux étant endémiques, ils sont protégés par la loi sur la faune. La saison de reproduction s'étendant sur 5 mois de l'année, il semble qu'il y ait peu d'autres options que de devoir vivre avec nos amis à plumes. NTD, Melbourne, Australie. Allons maintenant en République tchèque où a eu lieu la 7e édition de la compétition de motocross en figure libre. La course se déroule sur la piste de Petr Kuchar, un pionnier de FMX du pays et le plus célèbre rider tchèque de figure libre. Nos correspondants en Tchéquie sont allés prendre la température pour nous. Les motocyclistes de la République tchèque, de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie sont venus en grand nombre pour assister à la 7e édition du spectacle Monster Jam FMX. Les motocyclistes déclarent que le spectacle est attrayant parce que son parcours n'est pas seulement intéressant, mais très sophistiqué techniquement. Ceci est ma 3e course ici parce que dans l'ensemble, j'ai sauté pendant 3 ans. Kuchar a une rampe de 30 mètres de haut, ce qui est plutôt intéressant. Ça laisse suffisamment de temps pour faire son tour de Jim Dandy. Parmi les participants, il y avait Martin Césac, âgé de 10 ans, un des plus jeunes motocyclistes de figure libre au monde. Le temps n'est pas trop génial. Il y a du vent. J'espère simplement que ça va marcher parce que j'attendais impatiemment ce spectacle. J'espère que ça ira. Martin s'est entraîné à Ústopečé pendant 1 semaine. Son père, Camille, le soutient, lui construisant même une aire d'entraînement.
Mais Camille se sent soulagée quand son fils termine son entraînement sain et sauf. C'est un sport assez dangereux, c'est sûr. Mais depuis que nous y sommes, il est difficile d'en finir ou de passer à un autre sport. Dans la première moitié de la course, chaque participant effectuera 6 sauts qui seront jugés pour leur style et leur technique. Les petites motos et vélos PIT, dans la seconde moitié du spectacle, ont également leur part de sauts en voûtante. Ensemble, avec les BMX, ça fait un spectacle plus attrayant. La troisième partie du spectacle juge la vitesse et le style, avec des couples de motocyclistes courant le long du circuit. En saut. Le gagnant de la discipline de vitesse et de figure est Andrzej Jaruba, connu sous le nom de Devil. Il fait du FXM depuis 2 ans et demi. Mon prochain objectif, c'est d'être capable de faire un flip, étant donné que je m'entraîne depuis longtemps. Je ne pouvais pas le faire, mais ça a été de mieux en mieux ces derniers temps. Même s'il y a eu du vent durant toute la journée, la pluie au moins s'est tenue à distance, en évitant les complications aux participants. Chaque année, lorsque tout se passe bien et que personne n'est blessé, c'est génial. Le nombre de participants de figures libres augmente et je suis heureux qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Pour compléter une belle journée pleine de tours compliqués et fascinants, même le soleil est sorti et le vent s'est apaisé à la fin, marquant l'événement par un succès. Nouvelle NTD, sud de la Moravie, République tchèque. Cette année, les résidents d'Ulsan en Corée du Sud vont se réunir pour célébrer l'onggi, un grand pot en céramique. Cela peut sembler un peu inhabituel, mais l'onggi est en fait la pierre angulaire du passé culinaire de la Corée. Afin de remettre l'onggi à l'honneur, une exposition a été mise en place cette année pour mettre en évidence l'importance scientifique, culturelle et moderne de ce pot unique et le partager avec le monde entier. Ulsan est une ville en plein essor dans l'industrie de la construction navale. Mais dans une petite île, loin de l'industrie sidérurgique, nous arrivons dans un village traditionnel qui abrite une des plus anciennes industries de la Corée, la poterie. Le pot onggi a été conçu comme un conteneur aéré pour la conservation des légumes en toute saison. Le festival d'onggi à Ulsan célèbre ses nombreuses vertus. L'onggi est différent de la céramique normale. Il utilise une terre et une technique de fabrication différente. L'onggi est un pot qui respire, qui permet de laisser passer l'air. Donc, il est utilisé pour assurer la conservation des aliments fermentés. Les plats les plus communs utilisés dans les onggi sont la pâte de soja fermentée et les choux fermentés et épicés, appelés kimchi. L'exposition montre la supériorité de la perméabilité à l'air dans la conservation des aliments. Voici un maître dans la fermentation de la pâte de soja qui en prépare pour le public. Si vous utilisez un récipient en plastique pour la pâte de soja, il ne peut enlever la mauvaise odeur et ne peut éliminer des micro-organismes aérobies. Aussi, le kimchi produit du dioxyde de carbone pendant la fermentation. Ce gaz ne peut s'échapper du récipient en plastique et donne un goût amer à la nourriture. Le pot onggi est donc le meilleur récipient pour la pâte de soja et le kimchi. Nous avons également rencontré le maître potier coréen d'onggi qui a fabriqué des onggi pour une exposition au Musée national d'histoire Smithsonian à Washington, D.C. Je fabrique des onggi depuis l'âge de 16 ans et maintenant j'en ai 70. Ma famille fabrique des pots onggi depuis 7 générations. Mais même avec cette expérience, j'ai vécu des expériences douloureuses en fabriquant des pots onggi. Parfois, quand je fais une erreur, plus de la moitié des pots onggi dans le four sont inutilisables. Les enseignants étrangers qui travaillent à Ulsan ont également adopté cet esprit en faisant fermenter du kimchi à utiliser dans les pots onggi. Ce fut un plaisir, je n'avais jamais fait du kimchi auparavant. Avec l'avènement de la modernisation en Corée dans les années 1990, le pot onggi a été largement remplacé par des contenants en plastique et par la réfrigération. Mais 20 ans plus tard, la tradition n'a pas complètement disparu et est de retour avec la popularité croissante de la nourriture naturelle ou slow food. L'expo Onggi espère émerger, telle une source de la sagesse antique, pour une alimentation sûre, propre et naturelle. L'exposition annuelle est terminée, mais les fours à pots d'onghi continuent à brûler, créant encore davantage de ces pots remarquables. Ainsi s'achève notre édition du 14 novembre. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite de passer une excellente semaine.